Voilà, on va maintenant s'intéresser à l'énergie sous toutes ses formes, vous allez le voir, avec des expériences extrêmement diverses et variées et toujours très intéressantes avec 4 invités présents sur notre plateau. Tout d'abord, Christophe Lauroncou, bonjour. Vous êtes adjoint au chef de programme Linky, du programme Linky pour la Bretagne. Alors, le programme Linky, c'est ce fameux compteur dont on va parler là, qui va faire son apparition dans de nombreux foyers. J'ai également le plaisir d'accueillir Jean-Luc Barbeau. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes vice-président du syndicat Kerval. Alors, on parlera avec vous de traitement des ordures ménagères et surtout de valorisation de ces ordures, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se font ici. J'ai également le plaisir d'accueillir Thierry Trush. Bonjour. Président de l'association Braise EMR pour tout ce qui concerne l'énergie maritime. Là encore, il y a des choses très intéressantes. Et puis, je termine ce tour de table avec Désiré Mahé pour Aprobois. On verra là aussi que la valorisation, c'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous pratiquez au quotidien. Allez, on démarre avec vous, Christophe, avec ce fameux compteur. Alors, on parle de compteur intelligent, de compteur connecté. La bonne définition, c'est laquelle ? Ni l'une ni l'autre, c'est compteur communicant. Et donc ça s'explique pour 2 raisons. C'est qu'il y a une évolution technologique marquante avec ce nouveau compteur. J'ai amené en effet des anciens compteurs. Alors les ancêtres, on va dire ça comme ça. Oui, ancêtres. Voilà. Il y a celui-ci qu'on connaît bien. Oui, tout à fait. C'est le compteur électromécanique que l'on trouve dans les habitations qui ont un certain âge désormais, que l'on connaît depuis l'après-guerre, hein, et depuis les années 90. Alors, on a changé de couleur, c'est un peu plus gai. Voilà. Le compteur électronique qui est arrivé au début des années 90 et qui a gardé la même fonctionnalité, c'est-à-dire à comptabiliser les consommations des particuliers et des utilisateurs. Et puis là, nous arrivons sur une nouvelle gamme qui va plus loin, qui continue à comptabiliser les consommations. Ça, on n'y échappe pas. Par contre, il y a une évolution marquante qui est le côté communicant, c'est-à-dire que ce compteur va recevoir des ordres à distance et va aussi pouvoir remonter des informations vers les services informatiques. Donc, une facilité d'utilisation à la fois pour le consommateur et pour l'entreprise. Tout à fait. Les deux sont gagnants. C'est-à-dire que le consommateur n'aura plus besoin d'être présent, notamment sur une intervention que l'on connaît bien, qui est le relevé du compteur. Donc là, pour les clients qui avaient leur compteur dans l'habitat, eh bien, il n'aura plus besoin d'être présent. Idem pour des mises en service. On pourra les faire à distance, ce qui évitera des délais de rendez-vous pour des clients qui seront ramenés aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 jours pour avoir un rendez-vous pour une mise en service ou modifier son contrat. Là, sous 24 heures, dès lors qu'un ordre aura été donné d'un fournisseur, eh bien, ce sera effectif directement chez le particulier. Alors, il y a eu des phases de test. Ces phases de test se sont déroulées dans des villes comme Lyon, comme Tours. Comme Tours, oui, en Indre-et-Loire. En effet, ça remonte à il y a 3-4 ans. En effet, il y a eu 300 000 compteurs d'installés et qui apportent satisfaction et qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Bon, ça va donc tous nous concerner. Absolument. Comment ça va se passer chez les particuliers ? Un jour, il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte en disant « Voilà, j'arrive avec ce beau petit compteur Linky et je viens l'installer ». Oui, donc il est vrai que c'est un programme qui est d'ampleur. Hein. C'est une opération de 5 milliards d'euros qui va durer 6 ans. On va aller un peu plus vite en Bretagne, seulement 5 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. Oui. Donc 35 millions sur la France entière, hein, de compteurs à remplacer. Sur la Bretagne, ça représente 2 millions. Et en effet, sur une petite particularité pour la Bretagne, nous sommes en effet à une petite pointe dans la métropole et nous sommes assez distants des sources de production. Et donc, nous sommes un petit peu fragiles de ce point de vue-là. Donc, il a été décidé qu'en Bretagne, on irait un petit peu plus vite et on le ferait sur 5 ans. Ce sera fait sur 5 ans. Alors, oui. On précise aussi que ces compteurs, il y a plusieurs sites de production. Oui. Et il y en a un notamment pas très loin d'ici. Hein. Oui, tout à fait. Il y en a à Dinan. Sagemcom, donc qui à l'occasion qui travaille dessus depuis plusieurs mois désormais, qui a recruté 70 personnes pour assurer toute cette fabrication durant 5 ans. Parce que derrière ça, il y a aussi de l'emploi, il faut le préciser. Tout à fait. Ça veut dire que
sur 5 ans, il va y avoir cette installation chez tous les particuliers. Oui. Et on en profite d'ailleurs pour demander à ces particuliers d'être vigilants, parce que c'est toujours une période où il y a des gens, on va dire, mal intentionnés, qui en profitent et qui se font passer pour des installateurs de compteurs. Oui, c'est en effet un point, d'ailleurs, pour les gens qui peuvent avoir l'occasion d'aller sur notre site erdf.fr, on met en garde les gens sur notre site. En effet, dans le cadre de cette opération, c'est une opération d'ampleur, et donc Et vous qui allez passer titille chez des tout le monde. personnes, Hein, de et on toute va façon. passer partout. Et en effet, des gens peuvent utiliser le nom de RDF ou des entreprises partenaires qui vont travailler avec nous pour passer la porte des gens. Alors comment on fait dans ce cas-là? Il y a une carte professionnelle? Oui, absolument. Donc, dans le cadre de cette campagne de déploiement de compteurs, donc, qui va débuter au mois de décembre, hein, donc on y est, tous les particuliers vont recevoir un courrier de RDF à peu près 45 jours avant la période où on va se rendre chez eux, qui indiquera nos coordonnées, notre service client, mais aussi les coordonnées de l'entreprise qui interviendra pour effectuer l'acte technique de remplacer ce fameux compteur. Et ça se cantonnera à ça, avec une prise de rendez-vous pour les cas où le compteur se trouve dans l'habitat. Voilà. Vous nous rappelez le calendrier, Christophe Leroncou, d'un mot. Ça démarre au 1er décembre. Ça démarre en décembre. 1er décembre, ça démarre, et on part pour 5 ans sur la Bretagne. Alors, on est sur un déploiement qui est complètement panaché. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas par un département ou par une ville. Non, on déploie les compteurs partout sur le territoire breton. Il en est de même sur le territoire français, aussi bien rural que urbain. C'est complètement éclaté. On est parti tout simplement des circuits de relève, de la répartition des relevés des compteurs, pour que justement la couverture soit assurée et que tout le monde profite du compteur de manière équitable le plus vite possible. Merci pour tous ces éléments importants, puisqu'ils vont concerner tous les Bretons, tous les Français et tous les costarmoricains. 340 000 costarmoricains. 340 000 costarmoricains. Vous êtes Oui. décidément imbattable sur les chiffres. Allez, on va voir avec Jean-Luc Barbeau si vous êtes vous aussi incollable sur les chiffres. Alors, je vais vous laisser respirer un petit peu, puisqu'on a un reportage de présentation pour expliquer ce qu'est le syndicat Kerval. Je rappelle que c'est un syndicat qui est en charge du traitement des ordures ménagères, mais que vous allez bien au-delà de cette notion de traitement, puisqu'il y a cette valorisation, mais ça, c'est vous qui allez nous l'expliquer. Je vous invite avant cela à découvrir ce reportage tourné par Marie Pré pour Armor TV. Et ensuite, on continue l'explication avec Jean-Luc Barbeau. Collecter les 200 000 tonnes de déchets du centre costarmoricain, c'est la mission que s'est donnée Kerval Centre Armor. Ce syndicat mixte de traitement des déchets, créé en janvier 2014, s'installe au cœur d'une volonté d'améliorer le tri et le gaspillage des déchets ménagers. La fonction première de Kerval, c'est le tri et la valorisation des déchets ménagers. Kerval vient d'être lauréat d'un projet national qui s'intitule Territoire zéro gaspillage, zéro déchet, ce qui nous permet d'avoir des financements pour mettre en place des actions sur l'ensemble du territoire Kerval afin de sensibiliser le grand public au bon geste de tri et de prévention. Sensibiliser le grand public, c'est le mot d'ordre de cette nouvelle année. En janvier 2016, Kerval Centre Armor souhaite proposer aux scolaires comme au grand public des visites pédagogiques, un moyen ludique de faire découvrir le parcours emprunté par nos déchets ménagers. L'objectif des élus était bien de mettre en place sur le territoire des unités industrielles qui soient les plus performantes possibles. Donc avec des chaînes de tri, avec les dernières machines modernes et performantes. Et l'idée, c'était bien que ces différents outils, on les ouvre au public. Donc avec une partie salle où là, on va travailler, échanger sur la thématique déchets. Et ensuite, après, avec un parcours au sein de l'usine pour qu'ils s'aperçoivent de ce qu'on fait pour rendre une deuxième vie aux déchets, comme disait Madame Bouldé, donc pour faire du recyclage, de la valorisation énergétique, de la création de combustibles à base de déchets. Kerval Centre Armor n'est pas seulement un lieu de tri et de valorisation des déchets, c'est également un centre qui a pour volonté de générer des solutions. Pour cela, un projet de modernisation va voir le jour. Il permettra d'offrir ce qui se fait de mieux en matière de recyclage énergétique. Voilà pour ces premiers éléments. On va compléter tout cela avec vous, Jean-Luc Barbeau. Alors, Kerval, d'abord, ça veut dire en breton le lieu où l'on valorise, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'est ça l'explication. Plus de 300 000 habitants sont concernés par ce dispositif. Votre première préoccupation, c'est bien évidemment de collecter, ensuite de trier, mais vous allez plus loin dans la démarche. Vous vous dites, il y a là quelque chose qu'on peut exploiter et qui peut même être producteur d'énergie. Je voudrais que vous nous en parliez parce que c'est effectivement essentiel. Oui, alors Kerval, c'est un syndicat de traitement, donc on ne collecte pas. Ce sont les 13 établissements publics de coopération intercommunale qui collectent. En tout cas, vous récupérez. On récupère. Donc aujourd'hui, Kerval, c'est 13 EPCI, c'est 151 communes sur notre territoire de compétences. Et c'est vrai que nous, on a fait le pari que les déchets, c'était une ressource depuis déjà longtemps. Donc on a plusieurs outils. On a un outil de tri mécanobiologique sur l'eau nélantique, donc qui valorise la matière organique des déchets ménagers. Alors, on fait de la pédagogie mécanobiologique, ça veut dire que ce sont des gaz que l'on récupère, c'est ça? Non, c'est la matière organique. C'est la matière contenue organique dans les déchets, et on fait du compost avec. Voilà. Le compost a été tendu sur les terres agricoles après. Il est certifié, c'est Raphaël. On a aussi une usine d'incinération, où on produit de l'électricité, on fait environ 300 kWh par tonne incinérée. On a un centre de tri, alors le film nous a montré le centre de tri Généris, là on recycle les déchets d'emballage, donc d'une capacité de... On traite aujourd'hui 20 000 tonnes, mais il a une capacité de 38 000 tonnes. Et le projet, demain, c'est à la place d'une ancienne usine, l'usine des Châtelets, qui faisait du compostage avec broyage en tête, on va faire un centre de tri haute performance. Et là, ce sont les déchets qui vont venir des 24 déchetteries du territoire. Une partie de ces déchets est encore valorisable, valorisation matière, mais aussi valorisation énergétique. Et donc cet outil essaiera de retirer le maximum de valorisation matière, puisque c'est l'objectif numéro 1. Et dans un deuxième temps, on fera du combustible solide de récupération, c'est-à-dire avec ces déchets, faire du combustible qui aujourd'hui va alimenter des cimenteries ou des chauffourneries, mais qui demain pourrait alimenter, parce qu'il y a déjà des modules qui sont en route, des petits modules de gazéification, c'est-à-dire qu'on pourrait, chaque industriel pourrait avoir un module de gazéification et alimenter avec du CSR et produire sa propre énergie, quoi. En tout cas, ce qu'on comprend bien à travers ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des communes qui composent ce syndicat ce qu'a parfois été la tendance il y a quelques dizaines d'années, d'envoyer ces ordures chez le voisin ou de les enfouir dans des conditions qui étaient parfois un peu compliquées, on va dire ça. Vous vous êtes dit, là, il y a quelque chose qu'on peut exploiter, encore faut-il avoir les bonnes idées au bon moment. Oui, il faut avoir les bonnes idées au bon moment et aussi avoir les opportunités, parce que je ne vous cache pas que ce centre de tri haute performance, en investissement, c'est 20 millions d'euros. Donc c'est quelque chose d'important. C'est un formidable pari. On espère que la législation et la réglementation vont évoluer pour faire en sorte que ce CSR soit utilisable ailleurs qu'en cimenterie, donc en gazéification, des choses comme ça. Donc c'est un vrai pari sur l'avenir, parce qu'il y a de la ressource dans nos déchets. Et aujourd'hui, dans une région comme la Bretagne, qui ne produit qu'environ 9% ou 10% de ce qu'elle consomme en énergie, c'est important que les déchets soient une ressource. Alors justement, ça c'est important, Jean-Luc Barbeau. Est-ce que ça veut dire qu'on a de vraies marges de progression sur la valorisation des déchets ménagers? Est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose de vraiment important et d'intéressant? Alors vous donniez ce chiffre pour la Bretagne, parce qu'en Bretagne, on a besoin de récupérer de l'énergie. Oui, cet outil-là qu'on va mettre en place, ça va être le seul pour l'instant en Bretagne. C'est vrai que sur cette valorisation énergétique, les déchets sont tout à fait... c'est tout à fait la bonne option pour faire de l'énergie. Oui. Bon. Moi, je me mets côté consommateur. Est-ce que ça veut dire que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenter un peu? Parce qu'il y a tous ces outils qui sont des outils importants. Vous venez de nous l'expliquer. Mais ça a un coût. C'est un coût, mais on essaie de maintenir les coûts. Et on a calculé sur le principe, on ne veut pas augmenter plus que ça le traitement. Il faut savoir qu'en faisant ça, ce sont aussi des tonnages importants qui étaient exportés en dehors du département, à l'enfouissement, à Laval ou à Gueltas, et qu'aujourd'hui, on va les garder pour une grande part. On va en faire une valorisation énergétique, voire une valorisation matière. Donc derrière, c'est des recettes. C'est-à-dire que sur ces unités de traitement, lorsqu'ils rentrent sur ces unités de traitement, on sort une recette sur d'autres unités de traitement
C'est une dépense sans recette. Donc voilà, la valorisation sert à permettre aux syndicats d'avoir des recettes pour limiter les coûts de traitement. Et c'est des camions au moins qui circulent sur la route. Et en bilan carbone, c'est pas mal non plus. Une bonne opération. Oui. Bon, alors il y a quelqu'un d'autre. Merci pour ces éléments. Il y a quelqu'un d'autre là qui est à côté de moi, Désiré Mahé. Alors, vous allez prendre le micro. Finalement, j'allais dire qu'on était sur cette valorisation des déchets ménagers, et Dieu sait qu'on en produit beaucoup de déchets ménagers. Vous êtes dans un secteur d'activité, le bois, où pour toutes les scieries, il y a le bois qui est récupéré une fois qu'il est scié, mais il y a tous ces petits éléments-là, tous ces particules, tous ces déchets. Ça peut représenter jusqu'à 50% de la matière brute que vous aviez au départ. Oui, tout à fait, oui. On a coutume de dire que dans une scierie où il rentre 100 mètres cubes de bois, il en sort 50 mètres cubes en produits nobles, en planches, et 50 mètres cubes en sous-produits, on dira des coproduits aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été valorisés, mais depuis pas mal d'années maintenant, c'est vrai que ces coproduits sont de mieux en mieux valorisés. Bon, on va quand même présenter l'entreprise. Aprobois, 90 salariés, c'est ça? C'est ça. Donc, Aprobois est une scierie implantée à Carhaix. Donc, je m'excuse, je ne suis pas dans le bon département. On a franchi la frontière. Mais c'est sans doute nos projets sur les Côtes d'Armor qui nous sont permis d'être invités ici ce soir. Et puis on est toujours preneur des bonnes expériences, figurez-vous, en Côtes d'Armor. D'accord, mais on est à cas limite, Carhaix, c'est juste à côté. Donc oui, une entreprise qui existe depuis bientôt 30 ans et qui est donc implantée au cœur de sa ressource, puisque nous ne travaillons que des bois bretons, et au cœur de son marché également. Donc c'est une entreprise de 90 salariés qui transforme aujourd'hui 60 000 mètres cubes de bois rond à l'année, ce qui représente une transformation de 8 à 9 grumiers par jour. Effectivement, ce sont des chiffres conséquents, donc des déchets, je ne sais pas comment vous les qualifiez vous, mais ce qui reste là, c'est 50% que vous ne pouvez pas vendre aux menuisiers, aux ébénistes. Ah non, bien sûr. Alors nous, on aime bien les mots compliqués, alors on dit que ce sont des produits connexes. En fait, ce sont des écorces, des sciures et des plaquettes. Alors, c'est aujourd'hui valorisé, mais c'est valorisé en produits bruts. Alors, c'est valorisé pour une part en agriculture, comme litière, pour la sciure. C'est valorisé dans des chaudières de forte puissance qui sont installées sur l'ouest de Bretagne en général, pour ce qui est des plaquettes et des écorces. Et puis, pour partie, c'est valorisé hors région, à plus de 400 km d'ici. Et donc, le bilan carbone, on pense que là, on n'est pas terrible pour le bilan carbone et qu'on peut mieux faire. Et c'est d'ailleurs notre projet futur, qui, lui, sera bien sur les Côtes d'Armor, qui nous permettra d'atteindre une meilleure valorisation de ces sous-produits. Bon, il y a déjà, quand vous avez commencé dans ce métier, il y a quelques années, ces déchets ou ces produits connexes, comme vous les appelez, on les mettait au fond du jardin, on mettait un peu le feu et puis on attendait que ça se passe. C'est un peu ça. C'est ça, on essayait de s'en débarrasser sans se faire piquer. Donc c'était mis au fond du champ. Il y a prescription maintenant, vous pouvez l'avouer. On allumait donc l'allumette et puis on essayait de faire en sorte que ça se consume le plus discrètement possible. Évidemment, tout ça n'est plus possible aujourd'hui, et heureusement. Et heureusement, effectivement. Alors, j'allais dire qu'on est dans l'exemple inverse. Là, on n'était pas très vertueux il y a quelques années. Vous allez l'être complètement avec cet outil-là. Je voudrais que vous nous le présentiez parce qu'effectivement, c'est pour très bientôt. On parle de 2017. Oui, nous avons effectivement un projet de valorisation de ces sous-produits. Alors c'est où? Ça se passerait à Rostrenain, donc pas très loin d'ici, à Rostrenain, donc dans des bâtiments que nous allons revaloriser, qui sont aujourd'hui, on peut dire, une friche industrielle, mais qui conviennent bien. À qui vous allez donner une deuxième vie. On va essayer de donner une deuxième vie, effectivement, oui. Donc ce projet, effectivement, devrait voir le jour au printemps 2017. Les travaux devraient démarrer au printemps 2016, donc d'ici un peu moins de 6 mois maintenant. Donc il s'agit d'un investissement relativement lourd pour notre entreprise, qui est malgré tout une petite entreprise, même si elle fait partie des scieries les plus importantes de Bretagne. Elle reste malgré tout une petite entreprise. Il s'agit donc d'un investissement de 7 millions d'euros.
et qu'il doit nous permettre de produire 25 000 tonnes de granulés, ce qui nécessite environ 50 000 tonnes de produits humides à l'entrée. Ça fait quand même quelques semi-remorques par jour, effectivement. Alors, 25 000 tonnes de granulés, ça ne dit sans doute pas grand-chose. Il faut savoir qu'un consommateur final va utiliser de l'ordre de 2 tonnes par an pour chauffer sa maison. Et donc, 25 000 tonnes de granulés, ça doit permettre de chauffer entre 10 et 15 000 maisons ici, en centre-Bretagne et plus largement en Bretagne. Est-ce qu'il y a déjà des outils comme celui-là qui sont en fonctionnement ailleurs, en France ou dans d'autres pays européens? Oui, il y a d'autres outils qui sont en fonctionnement en France et bien sûr dans d'autres pays européens. Depuis quelques années, je dirais depuis le début des années 2000, il faut savoir qu'en France, par exemple, il se produisait 50 000 tonnes de granulés en 2000. Et qu'aujourd'hui, en 2015, on a franchi le cap du 1 million de tonnes. Donc on est sur un produit qui a une très forte expansion. Alors pour aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils encore en France. Il y a quelques outils industriels. Et en Bretagne, nous serons le deuxième outil, c'est-à-dire l'outil qui a pour vocation d'alimenter l'Ouest Bretagne en granulés. Bon, il va falloir défricher tout ça, trouver de bonnes idées. On va essayer. On vous fait confiance. Tiens, il y en a un qui aime bien aussi les bonnes idées, qui aime bien défricher. Allez de l'avant. Thierry Trush, président. Alors, vous intervenez, parce que vous avez plusieurs casquettes, mais vous intervenez en tant que, cette fois-ci, président de l'association Braize EMR, Énergie Maritime Renouvelable. Ça démarre en février de l'année dernière, c'est ça, avec plusieurs entreprises qui décident de faire avancer une réflexion commune? Voilà, exactement. En février de l'année dernière, avec l'aide et le partenariat de Côtes d'Armor Développement, donc je tiens à les remercier, et de la CCI des Côtes d'Armor, l'aide aussi de la Caisse des dépôts et des consignations, quelques chefs d'entreprise costarmoricains, c'est une initiative costarmoricaine, mais à vocation régionale. On pensait que la baie que le projet Elmarine sur la baie de Saint-Brieuc était une opportunité à ne pas laisser passer. En fait, le constat était le suivant. Nous sommes partis, en fait, si nous ne prenons pas un peu notre destin en charge au niveau breton, nous sommes partis sur le fait de ramasser sur un plan industriel et touristique et au niveau des sociétés de services un petit peu les miettes, mais les miettes ont une belle taille, donc il ne faut pas les mépriser, pardon, les miettes du parc qui va se déployer dans la baie de Saint-Brieuc. Alors, j'entends quoi par miettes? J'entends tout ce qui est, pendant la construction, activités d'accueil, d'hébergement des personnels, de restauration des personnels, tout ce qui va être transit maritime, etc., par hélicoptère également. Donc là, il va y avoir également tout un support logistique sur lequel un certain nombre d'entreprises vont être impliquées. Et puis, une fois que le parc sera opérationnel, pendant sa période d'exploitation, il y aura tout un tas d'activités de maintenance. Donc tout ça est un petit peu captif et les entreprises costarmoricaines et bretonnes en sont nécessairement. Par contre, quand on regarde ce qui compose une éolienne, ce sont des pales, on n'en fait pas. C'est un énorme fût, là, un mât, on n'en fait pas. Et puis c'est une turbine avec une magnifique mécanique embarquée. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les Allemands, les Espagnols ou d'autres qui s'étaient exercés lors du déploiement des éoliennes terrestres, dont nous ne fûmes pas non plus, mais là, en France en général, qui ont donc su déployer un savoir-faire. Alors, il ne s'agit pas, au travers de Braize EMR, on n'a pas cette prétention de déployer toute une infrastructure et toute une industrie pour réaliser des mâts et des éoliennes complètes, et des pales complètes, mais il s'agit de participer malgré tout. Vous avez dit qu'il y a une opportunité. Voilà, il y a une opportunité. Et on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire avec d'autres acteurs? Je pense à Bretagne Pôle Naval, qui est très impliqué. Je pense à la région, qui est très, très impliquée au niveau de Bretagne, de son bras armé, son agence économique,
économique BPI, mais je pense aussi à d'autres acteurs. On s'est dit, plus fort, on sera un petit peu plus lisible, plus visible. On pourra se faire connaître auprès de donneurs d'ordre dans des salons. Donc ça a été notre première étape. Vous étiez à Copenhague, il n'y a pas On était à Copenhague en ce début d'année. Donc une quinzaine d'entreprises régionales. Vous trouvez de la métallurgie, donc des usineurs, vous trouvez du composite, vous trouvez de la charpente métallique, vous trouvez de la chaudronnerie, vous trouvez également de l'ingénierie électrique, du transport, de la logistique, du traitement de surface, de la peinture, et j'espère ne pas en oublier. En tout cas, un panel très complet. Et complémentaire. Et complémentaire. Voilà. Et ça vous permet notamment de faire de la mise en réseau. Alors, ça c'est important. Ça nous permet déjà de mieux nous connaître. Dans nos statuts, je les ai relus avant de venir vous voir, le partage de l'information et la communication est un leitmotiv. Voilà, c'est un pivot. Mieux connaître nos outils industriels respectifs, mieux connaître les capacités que l'on a à produire des sous-ensembles complets de façon mutualisée, de manière à pouvoir offrir à nos donneurs d'ordre des services industriels plus larges, des ensembles qui peuvent être directement intégrés dans leur machine. Donc ça, je crois que c'est un plus. C'est un plus qui a déjà été sur le principe et sur le papier, parce qu'on n'en est pas encore au stade où on signe les commandes, mais sur le papier... C'est la première étape. C'est la première étape qui a été appréciée et qui est attendue par l'ex-Areva Wind devenu Adwen, par Siemens ou par d'autres acteurs. J'espère la DCNS qui est en train de sortir, de préparer dans ses cartons de très très beaux projets pour l'avenir. Donc je pense qu'on a véritablement une carte à jouer dans les années à venir dans ce domaine. C'est un domaine aussi, alors ça c'est, je dirais, le côté citoyen des chefs d'entreprise de Bretagne. On souhaite aussi contribuer avec les autres acteurs que j'ai pu citer, et j'en ai oublié, au déploiement d'un nouveau socle de développement économique et d'emploi au sein de la Bretagne. On a la filière agroalimentaire, et Dieu sait qu'elle produit des emplois et de la richesse sur notre territoire. Tout à l'heure, on parlait de l'automobile qui va un petit peu mieux. C'est aussi il y a le tourisme, il y en a d'autres. Il y a le tourisme. Alors j'étais plus avec ma casquette industrielle, mais vous avez raison de le rappeler aussi. Il y a bien sûr l'industrie navale. Il peut être intéressant demain de dire, eh bien, nous avons une filière EMR qui s'est développée en Bretagne ou dans le Grand Ouest, parce que je crois qu'il faut voir, compte tenu de l'envergure des projets, ce genre d'activité de manière beaucoup plus large que simplement au niveau de nos frontières. Mais je crois qu'il y a du travail pour nos enfants. Et si vous le permettez, je profite d'avoir ce micro pour dire que la Bretagne est la 5e région industrielle de France, ce qui est peu connu, 5e région industrielle de France, et qu'il faut le rester. Et qu'il faut le rester, qu'il y a des savoir-faire. Alors, vous avez encore un petit peu de temps de parole, Thierry. Vous lancez l'invitation, parce que bien évidemment, le cercle peut s'agrandir et toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent vous rejoindre. Alors, le cercle peut s'agrandir. C'est une grappe d'entreprises, donc c'est un système de cooptation avec l'unanimité des acteurs pour accepter un nouvel entrant. Par contre, nous avons des entreprises concurrentes qui sont capables de rester concurrentes sur un certain nombre de sujets, mais d'être collègues et d'être plus fortes, notamment sur ce sujet qui a vocation à les fédérer. Merci, en tout cas, à tous les quatre pour toutes ces belles histoires qui, pour certaines d'entre elles, commencent à s'écrire, d'autres qui sont un peu plus avancées avec ce compteur. Allez, on va maintenant enchaîner avec deux nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur ce plateau et on va se recentrer, si je puis dire, sur ce cœur de Bretagne pour parler d'économie. On va continuer à parler d'économie, mais aussi de tourisme.